Bonjour à tous les entrepreneurs en construction. Je m'appelle Alexandre Champoux. On est dans le tout premier podcast Sivalgo en compagnie de Jérôme Lebel. Bonjour. Enchanté de t'avoir avec nous autres aujourd'hui, Jérôme, puis de partager ton expérience. Merci beaucoup. Pour commencer, je vais dire un peu d'où je viens. Alexandre Champoux, PDG de Sivalgo. J'ai été un entrepreneur en construction pendant 10 ans. Honnêtement, j'ai souffert beaucoup de l'industrie. Que ça soit des trop gros projets, des mauvais clients, des astuces de l'industrie, des projets très compliqués qui roulent souvent trop vite. J'en ai vécu pas mal, mais je suis un passionné. Tout ce qui est jaune-orange puis qui a un moteur diesel, j'adore ça. Peut-être un petit peu parler d'où tu viens, Jérôme. Puis, Oui, merci beaucoup. C'est mon premier podcast à moi aussi. Fait que je suis vraiment... merci beaucoup, Alexandre. C'est ça, je m'appelle Jérôme. J'ai 32 ans. Je suis dans le domaine de la construction depuis que j'ai 19 ans. J'ai toujours été chargé de projets. J'ai fait, comme un peu Alexandre, là, des petits, des gros projets, des trop gros projets, avec des compagnies qui ont eu peut-être un peu de misère à évoluer dans le temps, surtout pour la charge de travail, la documentation, etc. Je suis bien content d'être là aujourd'hui. Je vais pouvoir un peu parler de mon expérience, etc. avec Alexandre. Parfait. Merci beaucoup. Fait que dans le fond, Jérôme, on parlait du fardeau du numérique, puis on s'est rencontrés il y a quelques mois. Puis quand j'ai commencé à écouter, là, j'ai été abasourdi par ton expérience. Tu sais, je veux dire, tu as fait des hôpitaux, des centres de données, tu as travaillé dans le domaine du forage. Je veux dire, qu'est-ce que tu n'as pas fait en construction, Jérôme? Ouais, j'en ai fait beaucoup. J'ai commencé, j'ai étudié en électronique. Puis après 2 ans, mais tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas vraiment non plus qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. J'aimais l'informatique, l'électronique. J'aimais beaucoup aussi tout le génie civil, la construction. Puis j'ai décidé j'ai passé 2 ans en électronique, puis j'ai terminé mes études en génie civil après. Puis là, je me disais, il faudrait que je me trouve une compagnie où que je pourrais faire les deux. Fait que je suis rentré chargé de projet en télécommunication. Fait que j'ai fait ce travail-là pendant quasiment 10 ans de temps. Fait que j'ai fait des centres de données pour l'hôpital Enfant Jésus, même l'aéroport de Québec, etc. J'ai fait des gros projets, j'ai fait des plus petits projets aussi. Puis après ça, j'ai quitté le domaine de la télécom pour me rendre plus côté entrepreneur général. Parce que tout le côté civil, toutes les autres facettes de la construction que j'avais pas encore appris dans mon premier travail, je voulais l'apprendre, fait que j'ai changé. Fait que je suis resté environ 1 an là-dedans. J'ai quitté ce domaine-là parce que, il fallait toujours que je fasse de l'extérieur, etc. Avec la famille, c'était peut-être un peu difficile. Puis après, j'ai été engagé par une compagnie de forage de Québec. Puis je suis resté environ 3 mois là. Puis je crois que je vais pouvoir en parler pendant le podcast, là, du pourquoi je suis parti, etc. Mais ça va être quand même intéressant que j'en parle parce que c'est quand même le sujet principal aujourd'hui. Bien entendu, hein, c'est jamais facile de faire de la construction. C'est un domaine très intense. Puis pour ma part, gérer une centaine d'employés. C'était toujours, tout allait trop vite. On n'avait jamais vraiment le temps de réfléchir. On était tout le temps en mode urgence. T'sais. On avait des mauvais processus, c'était du Excel, c'était du papier, ça se parlait pas. Il y avait tellement de monde dans les bureaux juste pour qu'on comprenne où est-ce qu'on est rendu dans la vie. Je pense que dans la construction, tout le monde a un peu un point commun, c'est qu'on aime bâtir. On est des bâtisseurs. On aime ça arriver, il n'y a rien, ou il y a quelque chose, on le détruit puis on recommence en neuf. Bref, pour moi, c'était ce qui m'a passionné dans la construction. Puis je suis vraiment curieux d'entendre, Jérôme, les bons côtés, les bonnes facettes, puis les moins bons côtés. Parce qu'on veut redonner. Hein? Ouais, je te dirais les bonnes facettes. Ce que j'ai vraiment mieux aimé mon expérience, c'était vraiment les gros projets d'envergure. Je parlais souvent de l'hôpital de l'Enfant Jésus. Là. Ça, c'est un des gros projets à Québec. C'est même pas fini. Je pense que ça finit en 2028 ou 2030. Mais justement, tu parles du côté redonné. Là. On est en train de bâtir un hôpital. C'est pas rien. Là. C'est vraiment des gros projets. Puis avec une complexité quand même assez incroyable au niveau de la documentation, des suivis, l'échéancier aussi qui est quand même en mode accéléré, des plans puis des devis qui sont émis pour construction, mais à 70%, même pas à 100%. Puis là, il faut planifier la main-d'œuvre en conséquence. Puis Québec, c'est quand même petit aussi, donc c'est pas évident de savoir non plus combien de techniciens j'ai besoin de mon chantier, combien de contremaîtres, c'est quand même assez difficile. Puis aussi, toute l'avenue de l'ère numérique. Admettons, l'entrepreneur général te donne un projet, c'est pas juste d'exécuter le projet aussi, c'est de connaître, c'est quoi, lui, sa plateforme de travail.
c'est comment qu'on fait pour déposer nos documents, etc. Puis ça devient vraiment compliqué à gérer tout ça, là. Absolument. Puis tu sais, on entend la transformation digitale dans l'industrie de la construction, puis il y a eu beaucoup de spéculation. T'sais. Les gens ont souvent mentionné que ça allait partir des donneurs d'ouvrages, des très gros entrepreneurs pour se rendre à la PME. T'sais. Puis on le voit là, la transformation digitale en construction a commencé il y a plus de 10 ans même. On voit les méga entreprises, dans le fond, digitaliser et puis imposer des plateformes aux sous-traitants. Souvent. T'sais. Puis je pense que c'est le même concept pour les donneurs d'ouvrages. Hein? On en parlait précédemment, puis ça m'a vraiment surpris à quel point ça peut varier d'un donneur d'ouvrage à l'autre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, Jérôme? Oui, ben j'ai vraiment un bel exemple là-dessus. Justement, récemment, j'avais 2 projets avec Hydro-Québec. Puis les 2 projets, c'était 2 barrages. Puis chaque barrage, c'était un entrepreneur général différent, mais qui utilisait la même plateforme. C'est la même plateforme collaborative pour les 2. Donc moi, j'ai débuté le projet avec l'entrepreneur A. Ça allait super bien. Il m'a donné une procédure de quasiment 60 pages de comment déposer des documents de façon numérique dans sa plateforme à lui. Bon, puis là, après, quand le chantier commence, c'est sûr que le chargé de projet pédale un peu à savoir, bon, c'est quoi ça, comment... Il faut que tu nommes tes documents d'une certaine façon pour qu'il soit capable de le déposer après ça, lui, dans la plateforme du client. Puis ça donne énormément de travail à faire pour un chargé de projet, même les assistants. Puis quand j'ai changé pour l'autre projet, le 2e projet, ben c'était la même plateforme, mais avec une autre façon différente de déposer les documents. Mais j'avais pas pris le temps de lire leur façon à eux, parce que je me suis dit, c'est la même plateforme de travail, donc je vais juste faire la même chose. Mais non, c'était une affaire carrément différente. Puis ça, c'est difficile parce que tu peux être un entrepreneur spécialisé, tu peux avoir ton logiciel à toi, puis tu gagnes une job avec un entrepreneur général qui t'impose son logiciel à lui, qui se parle pas avec le tien. Puis ça arrive vraiment souvent. Fait qu'on essaye aussi là-dedans de donner des formations aux employés, surtout au personnel de terrain, le surintendant, le contremaître, pour qu'ils soient en mesure d'avoir les outils nécessaires à déposer les documents aussi de son côté. Mais aussi pour les chargés de projet et les adjoints. Je te donne un autre exemple comme ça. À la fin, quand j'étais chargé de projet en télécom, là, avant que je quitte pour mon autre emploi, je maîtrisais environ une dizaine de logiciels de gestion différentes. Là. Fait que c'est pas juste... Quand tu es rendu chargé de projet en construction, c'est pas juste de connaître c'est quoi la construction, mais c'est de connaître l'informatique, c'est de connaître un paquet d'autres logiciels autres que ce que tu connais en construction. T'sais. C'est ça que je trouvais... Moi, j'ai étudié un peu en informatique, fait que j'étais à l'aise avec ça, mais c'est pas tout le monde qui était à l'aise là-dessus. Là. C'était quand même assez difficile, là, à un moment donné, là. C'est vrai hein, qu'il faut être à l'aise en informatique. Je pense que tu es pas mal dans le top. Là. J'en ai rencontré plein de monde, puis des gens qui sont capables de naviguer les différentes plateformes comme toi. C'est vraiment rare. T'sais. Moi, ce qui m'avait jeté à terre le plus, c'est tu m'as dit, Alexandre, c'est quasiment comme s'il faut que je sois une secrétaire en construction. Ma job de chargé de projet, j'en fais plus tant. Là. Je veux dire, à base, on a étudié souvent en ingénierie, on a fait un bac, des techniques, ainsi de suite, on a fait des stages dans le milieu. Un chargé de projet, là, c'est de contrôler un projet. C'est de le planifier, de s'assurer qu'on soit dans les temps, dans les budgets, de trouver des manières d'être plus efficace. Le plan il est fait comme ça, c'est ça qu'on a à construire. Bien, les méthodes de travail pour y arriver. C'est ça la construction. Mais maintenant, c'est rendu, non, c'est de la paperasse. Il faut prendre l'information, la remanipuler, puis l'envoyer. Tu me parlais l'autre fois de tes rapports de forage, puis j'étais super curieux parce que je pense que le forage, c'est un milieu très particulier. Je veux dire, quand on tient des barrages avec des tire-fonds, puis des tirants, puis tout ça, ben il y a toutes sortes de particularités, puis je pense que c'est très documenté, ça. Mais ils sont super rigoureux aussi dans cette information-là. Oui, ils sont très rigoureux. Puis aussi, ce qui arrivait sur des projets comme ça, c'est que il y avait tellement de rapports à faire que le chargé de projet manquait de temps pour les faire. Fait que, tu sais, c'est d'où la raison que je voulais parler tantôt aussi, que je suis seulement resté 3 mois avec cet entrepreneur-là. C'est que la gestion documentaire était tellement rendue élevée que j'avais même pas le temps d'apprendre qu'est-ce que je faisais comme métier. Parce que moi, c'était nouveau pour moi le forage. Tu sais, j'ai étudié en génie civil, mais reste que le forage, on n'a pas vraiment vu non plus à l'école. Fait que je voulais prendre le temps d'apprendre mon métier, puis j'ai jamais eu le temps. Parce que dès que je suis rentré,
j'ai commencé à faire de la documentation, faire des rapports, etc., puis valider des informations au chantier. Puis je travaillais 7 jours sur 7. Je faisais que le 3/4 de mon temps, c'était juste de valider des rapports que les techniciens ont fait sur place ou des contremaîtres, puis voir si l'information était bonne. Après ça, les scanner. Après ça, le numériser. Après ça, le déposer dans la plateforme de travail de l'entrepreneur. Puis ça devenait vraiment lourd parce qu'à la fin de la journée, il fallait que je dépose tous les documents nécessaires pour continuer les travaux le lendemain. Donc, j'avais pas le choix de le faire. Tandis que si on avait, nous, à l'interne, un logiciel qui aurait pu faire le pont entre leur logiciel à eux puis le mien, puis que les gens, mettons, les contremaîtres ont des tablettes, qui aurait été possible de juste marquer tous les résultats au fur et à mesure, puis moi, je les valide le soir, mais j'aurais sauvé 3/4 de mon temps. Mais malheureusement, étant donné qu'on n'est pas tous sur les mêmes plateformes, puis que la documentation est vraiment rendue élevée, comme ça se peut pas, que les chargés de projet sont rendus, malheureusement, des secrétaires. On fait que de la paperasse. De ce que tu as dit, c'est qu'il y a une question de processus là-dedans, puis de méthode, tu sais. C'est sûr que là, on rentre dans un autre débat, là, mais les méthodes en construction sont des fois dures à changer. Mais moi, dans le fond, je veux revenir sur le point des formations. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de formation sur les processus ou c'est-tu une question de processus? Ou tu penses qu'elle est l'erreur? En s'améliorant, est-ce que c'est d'avoir des meilleurs processus, c'est d'avoir plus de formation ou c'est peut-être les deux? Comment tu vois ça? Je dirais, il y a certaines compagnies qui sont peut-être fortes à sortir des processus, puis d'autres qui sont quand même assez fortes pour sortir une plateforme collaborative puis embarquer dans le vif du sujet. Mais j'ai connu les deux, avec 2 entrepreneurs différents. J'ai travaillé au début en télécom, justement, dans une grosse compagnie, puis je faisais partie du processus d'implantation. J'étais dans un comité BIM, ça s'appelait, là. Puis dans le comité, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on a choisi une plateforme collaborative. Puis on a pris presque 1 an avant de la choisir. C'est quand même assez long. Puis après ça, on a implanté tranquillement les formations. Puis malheureusement, j'ai quitté entre-temps. Là. Mais à la fin, j'ai su qu'il l'avait déployé à 100%, mais il avait vraiment pris le temps de le faire. Donc, des formations au personnel de chantier, c'est vraiment important. Tu ne peux pas donner à un technicien qui a de la misère à prendre son téléphone dans ses mains, tu peux pas lui donner une tablette demain matin et dire tiens, tu as une tablette, on est rendu avec tel logiciel, puis on va s'arranger avec ça. Faut pas faire ça, parce que ça, je l'ai vécu dans une autre place où j'ai travaillé, mais eux, ils ont vraiment pris le temps de l'implanter, puis ça a vraiment bien terminé dans le fond. Là. Ils ont réussi à l'implanter à 100%, puis ça a bien fini. Tandis qu'il y a une autre place où j'ai travaillé, c'était le contraire. On dit on va prendre tel logiciel. Puis, il faut acheter 35 tablettes. Ils ont acheté 35 tablettes. Ils les ont données aux contremaîtres. Les contremaîtres ont fait, je fais quoi avec ça? T'sais, c'est quoi? On a un nouveau logiciel. Puis, il y a eu 0 formation. Puis là, tout le personnel, le bureau, eux, il y en avait une formation, mais pas les gens de chantier. Puis là, ce que ça a causé comme problème, c'est des départs d'employés. Il y a certains personnels de chantier qui ont décidé de partir parce qu'ils trouvaient que c'était trop lourd, etc. Fait que oui, tu sais, comme tu disais tantôt, la formation, c'est vraiment important. Mais je te dirais, je pense qu'il y a un juste milieu entre les procédures internes et les formations. T'sais. Prendre le temps de faire les deux correctement, même si ça prend 2 ans à implanter, c'est pas grave. Je pense petit à petit, c'est ça qui est le mieux de faire. Là. C'est vraiment intéressant, Jérôme, parce que je t'écoute, là, puis je comprends ton expérience parce que tu viens vraiment des 2 spectrums. Tu as travaillé dans des entreprises qui avaient plein de processus, qui ont pris le temps de bien faire les choses. Puis de l'autre côté, dans d'autres entreprises où est-ce qu'ils se sont garochés, comme on dit, là, dans la digitalisation en donnant des tablettes aux contremaîtres. Puis tu sais, moi, pour en avoir fait beaucoup, des centaines de transformations digitales, l'équilibre, c'est toujours le mieux. Parce que tu sais, souvent, on voit d'autres entreprises qui vont embaucher des consultants. Puis les consultants, malheureusement, j'ai jamais vu de consultants hyper efficaces en construction parce que c'est un milieu très particulier. Okay? Mais ce que j'ai vu qui amène les meilleurs résultats, c'est justement qu'on fait des comités. Puis qu'on travaille sur le problème construction. Puis après ça, on vient greffer ça à une solution technologique. Tu sais, c'est quoi notre problème? Comment on veut que ça marche? Souvent, on fait des mappings, là. Des circuits d'information de comment ça marche présentement, puis où est-ce qu'on veut que ça aille. Fait que ça, c'est vraiment ce que moi j'ai vu là, de faramineux, c'est que les gens, ils se lancent dans la transformation digitale, ils pensent pas ou ils pensent trop. Je dirais aussi, quelque chose d'important aussi, c'est d'expliquer aux employés pourquoi qu'on se lance là-dedans.
Parce qu'il y a certaines personnes, mais surtout le personnel de chantier, il y a toujours un genre de compétition entre les gens de chantier et les gens de bureau. Puis les gens de bureau, quand ils installent des nouvelles procédures ou un nouveau logiciel ou quoi que ce soit, les gens de chantier sont fâchés parce qu'ils savent pas pourquoi. Ben, il y a un chantier que ça m'est arrivé. Puis j'avais un contremaître qui arrêtait pas de perdre ses plans. Il perdait ses devis, puis il n'y avait jamais la version à jour, etc. Ben, je travaillais avec une tablette, avec un logiciel de gestion de plans. T'sais. Puis j'ai montré, je regarde, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi qu'on a décidé de mettre en avant mettons, un logiciel, une plateforme collaborative, etc. C'est pour que tu sois en mesure d'avoir toute l'information en même place. Puis si jamais dans les bureaux, on reçoit un nouveau plan, une nouvelle mise à jour avec un extra, ben tu l'as à temps réel sur le chantier, puis tu es capable de prendre des notes dessus, etc. Mais en prenant le temps de le montrer aux employés, surtout les employés de chantier, là, ils comprennent. Puis là, ils embarquent. Puis là, ils veulent les formations. Puis là, ils voient c'est quoi que ça peut donner de plus dans leur travail. Parce que des plans qui sont perdus, là, ça arrive à chaque semaine sur des chantiers. Là. Puis des plans que, je sais pas, moi, t'es en génie civil, t'es dehors, t'es en train de faire une coulée de béton, là, puis le plan tombe là, par terre, puis t'as du béton dessus, t'es plus capable de lire, ça arrive. T'sais. Puis là, ben, l'employé, ben, il voit que hey, j'ai une tablette. Si jamais ma tablette est restée dans le truck, c'est pas grave, j'ai mon téléphone. Fait que j'ai le plan pareil, toujours à jour avec mes notes dessus. Mais s'ils voient la plus-value que ça leur donne dans leur travail, ben là, ils vont embarquer. C'est la bonne vieille tasse de café renversée sur le plan, tu sais. Puis, tu sais, pour en avoir vécu des déficiences à cause d'erreurs de plan. Tu sais, je veux dire, c'est inacceptable. J'ai construit la mauvaise affaire. J'avais pas la bonne version de plan. Tu sais, c'est désastreux quand on y pense à ça. Mais, tu sais, ça fait seulement partie d'effleurer les impacts de la transformation digitale. Tu sais, moi, la semaine passée, j'étais avec un VP opération qui a perdu 3 chargés de projet, justement parce que les procédures étaient mauvaises. Puis c'est un peu le même but que le sujet d'aujourd'hui, c'est on n'est pas des secrétaires en construction. Il faut retrouver le fun à construire, mais surtout retrouver des manières efficaces de construire. Parce que si on s'éloigne là, de l'industrie de la construction, avant, il n'y avait aucune législation. T'sais, c'était un peu tout croche. Il n'y avait pas de santé et sécurité sur les chantiers. Puis maintenant, on est à l'autre spectrum. Il y en a comme trop. Trop de législation, c'est compliqué. Les exigences, les clients, les procédures, transmettre l'information, ça devient vraiment l'enfer. Fait que, moi, je veux creuser un peu sur les impacts. Puis ce que toi, tu as vu dans l'industrie, autant positif que négatif, de la transformation digitale. Ben, je te dirais que le positif, je dirais que c'est peut-être plus la portion on perd plus jamais l'information. Ça arrive souvent que, mettons, on imprime les plans, mais comme je disais tantôt, on imprime les plans, les devis, on le donne au chantier, puis bah, c'est perdu, etc., blablabla. Puis aussi avoir l'information en temps réel de l'avancement de ton projet. Moi, j'avais implanté un petit logiciel de gestion de projet l'année passée où que je travaillais sur un entrepreneur général. Puis je l'ai montré à mon contremaître. Puis à temps réel, à chaque jour, il me cochait qu'est-ce qu'il avait fait sur ses chantiers, sans se parler vraiment. Puis quand il y avait des besoins de passer des commandes ou quoi que ce soit, il l'écrivait en commentaire. Puis moi, ça m'envoyait un courriel automatique pour une demande de transport ou peu importe quoi. Puis ça allait super bien. Ça, je te dirais, le positif, c'est la communication. Ça allait vraiment bien. Puis si jamais le client m'appelle en fin de journée puis il me dit « Hey, c'est où t'es rendu sur tel projet? » Ben, j'ouvre ma tablette, on est rendu là, on a fait ça aujourd'hui, ça va bien, demain, on va être rendu à telle place. Fait que, on n'est pas rendu à seulement faire des échéanciers 3 semaines ou des échéanciers 1 an. Là. C'est à temps réel. Là. On est capable de dire au client, ben demain, on va être rendu à telle place, on va monter tel mur, tel local, on est rendu à faire la peinture parce que le gyps a été posé, etc. Fait qu'on est capable d'avoir à temps réel tout le déroulement. Puis je te dirais, l'aspect négatif là-dedans, c'est que je trouve que ça demande beaucoup de préparation à l'interne pour se rendre là. Tu sais, je pourrais parler de plusieurs sujets, mais c'est juste le BIM en général. Là. C'est rendu que avant la première pelletée de terre, il y a presque 2-3 ans de travaux préalables avant de se rendre là. Puis de monter une maquette 3D pour puis il y a de la coordination inter-entrepreneur, etc. Fait que quand tu gagnes un appel d'offres, là, en 2024, ça se peut que tu commences à construire en 2026. Parce que ça prend du temps avant de se rendre jusque-là. Mais quand ça c'est fait,
c'est sûr que ça va super bien, là, parce que tu donnes la tablette à ton contremaître, tu dis, garde, t'as ça à faire. Puis lui, il est capable de se fier au plan que tout le monde a fait à temps réel sur une maquette 3D. Ça, c'est super. Là. Fait que je te dirais, le positif, ça serait ça. Il y en a beaucoup, le positif. Là. Puis je te dirais un autre négatif aussi, tu me corrigeras là-dessus, mais je trouve que ça a un coût associé à ça. Tu sais, je veux dire, oui, il faut que tu implantes un logiciel et tu dois avoir d'un gestionnaire à l'interne, quelqu'un d'informatique qui est quand même bon pour donner des formations, etc. Il y a un coût à ça. Mais reste à voir, j'ai pas accès à l'expérience là-dedans, là, mais reste à voir si le coût, justement, peut être bénéfique versus le coût de construction avant qu'on ait de la documentation. T'sais. Fait que là, je le sais pas, là, mais... Il y a beaucoup d'affaires dans ce que tu viens de dire. Tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui est animé par le positif dans la vie, tu sais, puis la bonne vieille communication. Tu sais. Et on parlait tantôt du mapping avant, après des processus, mais il ne faut pas oublier le gros bon sens. Là, tu sais. La technologie, il faut qu'elle travaille pour nous. Tantôt, je vais vouloir qu'on parle d'intelligence artificielle, mais ça revient à la technologie, il faut qu'elle nous aide. Tu sais. Des fois, on est comme perdu là-dedans. Puis justement, quand on reçoit de l'information puis on centralise l'information, souvent, c'est de faire le processus comme on faisait avant, mais juste plus rapide, avec moins d'étapes, moins d'intervenants, moins de retranscription. Tu sais, juste de prendre l'information d'un Excel ou d'un papier puis d'aller le mettre dans un autre Excel, tant qu'à moi, là, en 2024, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il n'y a pas... Même, il n'y a pas de secrétaire qui veut le faire, ça. Tu sais, je veux dire, on est tout à l'ère numérique, puis il y a plein de choses qui se font automatiquement pour nous autres. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de transférer de l'info? T'sais? C'est exactement ça que je faisais dans mon ancien travail. Je prenais des documents chantiers qui ont été scannés, un peu tout croche, là, soit avec le téléphone dans la boîte dehors, etc., qui m'étaient envoyés par courriel ou par texto. Je prenais ça, j'avais environ une dizaine de fichiers Excel différents. C'est un rapport de forage, un rapport d'étanchéité, un rapport de verticalité, etc. Je prenais toutes les données qui étaient écrites au chantier. Je le transcrivais dans un paquet de fichiers Excel différents. Puis là, il y avait un fichier Excel maître avec un paquet de macros et de programmation qui prenait toutes mes données puis centralisait mes données sur un fichier. Puis après ça, moi, je prenais ce fichier-là, je l'imprimais en PDF, je le nommais d'une façon que l'entrepreneur voulait. Puis après ça, je le déposais dans son logiciel collaboratif. Puis là, après, j'avais l'approbation le soir pour continuer mes travaux le lendemain. Mais moi, toute cette étape-là que je faisais, là, c'était 14-15 heures par jour que ça me prenait à faire ça. Parce que j'avais une grosse équipe de forage sur place. Puis il forait à temps réel quand ils me donnaient les documents à déposer. Mais c'était tellement long, tout transcrire ça, que je perdais du temps énorme. J'étais même plus capable de suivre l'échéancier. J'étais plus capable de faire même mes demandes de paiement. J'étais vraiment en retard dans tout. Je savais même pas ce que les gars faisaient sur place. J'étais rendu vraiment une machine, je pourrais dire. Je prenais l'information, je le transcrivais dans les fichiers Excel, puis je le donnais au client. Puis en plus, entre-temps, on a engagé quelqu'un, puis j'ai même donné le 3/4 de toute la documentation que je faisais de chantier. Je disais, ben, tu vas devenir comme mon technicien chantier, tu vas m'aider à transcrire l'information. Ben, même à deux, on ne réussissait pas à prendre le dessus de toute la documentation à faire. Fait que c'était vraiment, vraiment difficile. Puis tandis que si, mettons, on avait implanté un logiciel qu'à temps réel, le technicien sur place pouvait tout noter sur place tous les rapports qu'il y avait à faire, même que le client pourrait signer dessus. Mais moi, le soir, j'aurais pu juste prendre 5 minutes, puis valider les informations, puis l'envoyer au client. Tandis que là, il y avait beaucoup je dirais dire, de transactions manuelles. Il y avait beaucoup d'étapes manuelles à faire. Là. Puis ça, ben, malheureusement, ça m'a brûlé solide. Là. C'est pour ça que je suis parti. Ben, parce que j'étais plus capable. C'est inhumain. Je veux dire, il n'y a personne qui peut faire ça à long terme. T'sais. Je veux dire, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines d'étapes à faire, avec, encore là, des dizaines et des dizaines de risques d'erreur, parce qu'à chaque étape, tu peux potentiellement te tromper. Je veux dire, tu peux mettre une virgule à la mauvaise place, on le sait, là, Excel, c'est super puissant, sauf que, mais pas la virgule à la mauvaise place. Ben, en parlant de ça, justement, j'avais pris un fichier Excel, le gros fichier récapitulatif qui avait quasiment 3000 lignes dedans avec toutes mes données. J'avais effacé une donnée à l'intérieur. Mais dans la cellule, il y avait une macro avec une programmation que j'avais pas vue. Fait que là, j'ai bousillé tout le fichier au complet. Puis ça m'a pris presque, je pense, 2-3 jours à réussir à le réparer. Là.
Ça coûte combien, ça, 2-3 jours, juste de temps homme, en plus du retard que tu as fait, tu t'as accumulé à côté. Tu sais, je veux dire, moi, tantôt, j'ai entendu des demandes de paiement. Moi aussi, quand j'étais entrepreneur, des fois, j'arrivais pas à ma facturation puis mes fins de mois, mais ça n'a aucun bon sens. On travaille pour se faire payer puis on n'a même pas le temps de se rendre là. Fait que, tu sais, quand on parle de processus, là, il y a un équilibre à avoir. Mais ce qui est bien, au moins, dans la construction, c'est qu'on sait qu'est-ce qu'on veut. Hein? Ouais. On a un processus, peut-être, qui est beaucoup trop lourd, mais on voit un parcours d'information, puis on sait ce qu'on a de besoin. On sait ce qu'on a de besoin en construction, puis là, j'amène ça au coût. Okay? Parce que quand on sait qu'est-ce qu'on a de besoin, on est en mesure de faire des processus. Puis ça peut coûter de l'argent. Puis je connais des dizaines de compagnies, là. Souvent des compagnies de 50 à 200 employés, et même des plus grosses. Ils mettent en place des consultants, des groupes de conseils. Ça coûte très, très, très cher. Mais il y a toujours manière de se débrouiller avec notre bon vieux processus, puis de mitiger, dans le fond, le coût d'une solution quand l'implantation puis les processus sont inclus par le fournisseur. Parce qu'il y a des fournisseurs de services qui vont justement proposer des solutions, mais qui vont l'implanter puis qui vont proposer des solutions imbriquées dans les processus. Fait que, tu sais, il faut faire attention parce que les coûts, ça peut vite exploser. OK? Mais les coûts d'opportunité, tu sais, c'est quoi le coût de remplacer constamment des chargés de projet parce qu'ils quittent? Tu sais, je vais te rapporter une blague que tu m'as dit l'autre fois. Hein? On achète des foreuses à 3 millions pour les gars au chantier, mais on n'achète pas de logiciel à 20 000 $ pour les gens au bureau. Celle-là, je m'en rappelle, elle m'a fait rire parce que ça n'a vraiment pas de bon sens. Puis, il faut l'acheter, mais il faut l'implanter après. T'sais, exact. Prendre le temps de le faire, même engager quelqu'un qui connaît le domaine puis qui connaît un peu le logiciel, juste engager quelqu'un pour le faire, que ça prenne 1 an ou 2, là. Ça va être bénéfique à long terme. Ça, c'est vraiment important, je trouve. Là. Puis, je pourrais donner un exemple aussi à la première compagnie que j'ai travaillé en télécom. Ben, ils l'ont vraiment bien fait, ça. Quand on l'a implanté, en plus, oui, on avait un externe. Justement, comme tu parlais tantôt, on peut engager une compagnie externe pour implanter le logiciel. Bon, on avait engagé quelqu'un à l'externe, puis on avait fait un comité aussi à l'interne avec des employés qui connaissent la construction, puis on sait c'est quoi notre besoin. Puis on sait qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant en premier, puis on s'avait fait un échéancier de l'importance de l'implantation, etc., avec des jalons, puis c'était super bien défini. Ça a vraiment bien fonctionné. Mais eux, ils ont vu aussi que ce que ça donne de plus, avoir une structure comme ça, avec un logiciel collaboratif, c'est d'être en mesure de soumissionner les plus gros projets. Parce que quand tu as une belle procédure d'entreprise qui est mise en place, tu es capable de soumissionner là, des gros projets publics, etc. T'sais, on faisait des jobs dans le Nord, dans des conteneurs préfabriqués qui s'imbriquaient un dans l'autre avec des génératrices, etc. Ben, on était en mesure de tout le dessiner en 3D puis de tout vraiment bien monter le projet de A à Z grâce aux procédures internes. Oui, qui a pris peut-être 2-3 ans à faire, mais au bout du compte, ça paye vraiment plus que le temps que ça a pris pour le faire. Fait que, tu sais, l'investissement, il est tout à fait récupérable parce que, tu sais, on prend un investissement, name it, là, peu importe le montant, puis quand on le rapporte au temps qu'on sauve, quand on a un bon processus qui prend les mêmes tâches qu'avant, mais qui les rend plus efficaces, puis qu'on mesure les minutes qu'on sauve, tu sais, rapidement, là. Tu sais, nous autres, on a fait des calculs chez Sivalgo, puis c'est comme, à l'intérieur de 3 mois, l'investissement est récupéré. Fait que ça veut dire que 9 mois dans l'année où est-ce que on sauve de l'argent. On fait de l'argent à cause d'une plateforme numérique. Il faut qu'elle soit bien implantée, par contre. T'sais. On parle des consultants, on parle des comités. Moi, j'adore ça, travailler avec des entreprises où les gens sont impliqués, puis ils savent les morceaux qu'ils veulent, puis ils savent les morceaux qu'ils veulent pas. Fait que là, c'est vraiment comme d'allier les forces de chacun, puis de proposer la technologie pour arriver à la solution envisagée. Puis c'est étape par étape. Il faut apprendre à marcher avant de courir. T'sais. Sinon, on se casse la gueule. C'est ça. Ben, tu parlais un peu de justement comme l'implantation de Sivalgo, etc. Puis, j'avais commencé à le faire dans mon ancien emploi. Puis, on fonctionnait, c'est un exemple de même que je donne parce que ça m'a fait allumer là-dessus. Mais on fonctionnait pour l'assignation des ressources puis du matériel de chantier, etc. On fonctionnait sur un gros fichier Excel, vraiment énorme, là, avec un paquet d'onglets. Puis tu avais ton matériel en calibration, tu avais ta machinerie, tu avais ta main-d'œuvre.
fallait que tu rajoutes manuellement, mettons, tous tes nouveaux employés, les départs, fallait que tu les enlèves. Puis les vacances, etc. Fait que tout était géré dans ce fichier-là. Puis, avant que je quitte, ben, ce fichier-là, j'ai fait une erreur dedans. Puis comme je parlais tantôt, une erreur dans Excel, ça peut être vraiment fatal, là. Mais là, le fichier ne fonctionne plus. J'étais plus capable de générer un nouvel employé. J'étais plus capable d'ajouter un nouveau projet. J'étais plus capable d'assigner mes ressources. J'étais juste plus capable. Il y avait des erreurs partout. Puis j'ai quitté. Puis en quittant, j'aurais dit le problème. J'ai dit là, le fichier d'assignation ne fonctionne plus. Ben, ils ont décidé d'abandonner de le faire sur Excel, tu sais. J'ai dit, OK, mais comment vous allez fonctionner, tu sais? Ils ont dit, on va retourner à la bonne vieille méthode du téléphone. T'sais. Je suis comme, oh Seigneur, OK, tu sais, ça va être compliqué à gérer. Tu sais, commencer à appeler 45 gars un par un pour dire, hey, t'es ici, t'es là, tu t'en vas là, puis blablabla. Quand ils n'ont pas de cigale dans le Grand Nord. C'est ça. Ou sinon, ils vont peut-être faire une espèce d'option, juste faire un fichier manuel, là, où tu écris le nom de la personne, son courriel, puis tel chantier, puis là, t'envoies un courriel à tout le monde. Mais c'est incroyable, pareil, là. Tu sais que le temps qu'on perd à faire ça, tandis qu'un logiciel peut le faire à notre place, puis que ça prend littéralement 15 minutes, une petite réunion de 15 minutes. OK, on a ces gars-là, on les place à tel chantier. Tu fais OK, puis ça envoie à tout le monde son assignation de la semaine prochaine. Puis personne ne peut bousiller la programmation du logiciel parce que c'est caché à l'intérieur. Puis ça, c'est un plus pour avoir un logiciel, justement. Là. Ça évite beaucoup d'erreurs aussi parce que, tu sais, moi, je savais que les Excel, là, tu pouvais faire des erreurs, mais comme j'avais pas vraiment d'exemple concret, puis genre, là, je m'aperçois que l'impact d'une erreur sur Excel, dans ce cas-ci, ça a changé le processus d'une entreprise. Tu sais, puis moi, dans le fond, ma compagnie de génie civil, elle a été achetée par une compagnie de route, puis honnêtement, c'était Excel aussi. Puis tu sais, moi, je j'haïs pas Excel, hein, parce que Excel, ça nous permet de savoir ce qu'on veut. Je reviens à ça, mais tantôt, on disait savoir ce qu'on veut, puis ce qu'on a de besoin. Ça se fait sur Excel, mais ça a ses limitations. Puis après ça, si on veut être plus efficace, parce qu'il y a aussi l'aspect de la compétition. T'sais. Il y a des entrepreneurs spécialisés, des sous-traitants, des compagnies de génie civil qui deviennent beaucoup plus performantes grâce à la technologie parce qu'ils ont eu un bon processus. Fait que là, il y a d'autres compagnies qui se trouvent à être un petit peu retardataires, puis ben là, sont moins efficaces. T'sais, on a eu un printemps là, bordélique là, où est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de soumissions publiques, puis il y a eu énormément d'entreprises qui ont eu besoin d'aller chercher de l'ouvrage. Puis on sait que la main-d'œuvre, hein, elle suit le monde qui a de l'ouvrage. Fait que, tu sais, c'est comme soumissionner, c'est une autre conséquence d'être efficace. Tu sais, tu parlais de soumissionner des gros projets publics tantôt, mais soumissionner, il faut être efficace. Il faut soumissionner avec des performances qu'on est capable d'atteindre avec notre entreprise. Fait que, tu sais, au niveau des impacts, si on revient, on a fait des grosses parenthèses, hein, mais si on revient à notre sujet de, dans le fond, l'impact du numérique là, par les plateformes imposées des donneurs ouvrages, moi, j'en revenais pas. Tu sais, moi, je m'imaginais, là, Jérôme, là, avec 10 cartables de procédure. En construction, on aimait ça, cartables. Puis, tu sais, je me disais, ben, mon Dieu, comment ça se peut? Faut trouver des solutions, tu sais. Tu avais commencé à m'en parler l'autre fois, puis j'aimerais ça que tu partages, si tu veux bien, là, mais des perspectives sur comment on pourrait avoir des solutions pour régler ces problèmes-là, parce qu'on n'est pas juste ici pour chialer puis dénoncer. On veut donner à l'industrie. Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons, je pourrais évoquer le monde idéal, là. Mettons, tu sais, c'est... mettons, dans notre super monde idéal, tu sais, peu importe quel entrepreneur choisit quel logiciel, c'est pas grave. Mais qu'au moins, tous les logiciels devraient se parler un envers l'autre. Tu sais, exemple, je sais pas, là, je gagne une job avec un entrepreneur X, il me donne le contrat, puis il me dit « Ah, en passant, ça vient avec tel logiciel, puis c'est ça ma plateforme collaborative. C'est quoi la tienne? » Je dis « OK, ben moi, c'est celle-là. » Ah, ben parfait. Mais ils font juste un pont entre les deux pour communiquer les plans, les devis, les avis de changement, la facturation, les extras, par mon logiciel, par un pont qui passe dans le sien. Tu sais, mettons, dans mon monde idéal, là, ça serait ça parce que là, d'année en année, il y a plusieurs logiciels qui sortent. Mais je trouve que, justement, mettre un peu... tu sais, pas une loi là-dessus, là, je sais pas si on peut dire ça, là, mais c'est juste d'encadrer tout ça, là, pour qu'au moins la ligne directrice soit pareille pour tout le monde, là, qu'on passe par le même chemin. Là. Que ce soit des bonnes pratiques de l'industrie, parce que, tu sais, on a vécu ça dans d'autres provinces et dans d'autres pays, où est-ce que les gens collaborent, là,
une vraie collaboration gagnant-gagnant, c'est là où est-ce que la construction est le plus profitable, est le plus rapide, elle a le moins d'empreinte environnementale. Fait que, tu sais, c'est la collaboration qui gagne, tu sais. Puis moi, j'ai toujours été en bon terme avec des sous-traitants. Les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai toujours été accommodant. Moi, je comprends pas pourquoi on n'est pas en mesure, justement, d'avoir une solution où est-ce que l'autre personne qui travaille pour nous ou qu'on travaille pour eux, il n'y a pas d'esclave là-dedans, là. Tu sais, je veux dire, les entreprises de construction, c'est compliqué. Le travail qu'on fait, c'est compliqué. Le but, c'est d'avoir une méthode. Puis une méthode directrice comme ça pour la gestion de nos opérations, par exemple. Comme ça, on peut se concentrer sur l'ouvrage et non sur les procédures. Fait que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça prend une collaboration inter-entreprise avec des intégrations. Moi, je décide de te partager A, B, C, D. Paf, prends-le. Puis toi, de ton côté, tu le reçois puis tu t'en vas le mettre où est-ce que tu l'as besoin. Mais je donne un exemple pour l'intégration. Ça m'est arrivé sur un projet il y a quelques années. L'entrepreneur général me donne une plateforme collaborative. Mais on a dû engager quelqu'un, puisque c'était vraiment un gros projet. On a engagé quelqu'un qui télécharge les données, les plans, les devis, les extras, puisque c'est un projet qu'on avait on a eu environ 300 extras en un an. Là. Fait avec 30-40 pages de plans, puis plein d'ajouts, plein de retraits, etc. Puis la personne, elle faisait seulement extraire toutes les données de la plateforme collaborative de l'entrepreneur général, puis le déposer dans notre plateforme à nous. Parce que nos contremaîtres de chantier sont habitués de travailler avec notre plateforme à nous et non l'entrepreneur général. Puis on a quand même créé un poste pour ça. T'sais. Tandis que si on était capable de faire un pont, juste une programmation, que les deux logiciels se parlent, ben ce poste-là qu'on a créé, ben on pourrait le créer pour faire d'autres choses, comme engager un autre chargé de projet et aller chercher de la job de plus. Mais là, malheureusement, c'est là qu'on en est aujourd'hui. T'sais. Effectivement, parce que rajouter du monde pour faire la job, c'est vraiment pas l'idéal. On veut justement sauver du temps, pas en dépenser plus. Puis ça me ramène vraiment à la gestion des opérations parce que en gérant les opérations, tantôt, tu parlais d'informations que tu avais besoin. Parmi ton processus, tu fournissais à ton client. C'est un peu ça qu'on fait chez Sivalgo, en quelque sorte. C'est les deux mots-clés, c'est la communication puis la centralisation. Fait que le but, c'est vraiment de prendre l'information qu'on a besoin qui nous aide pour après ça être en mesure de la fournir automatiquement. On ne veut pas être obligé de faire de la paperasse à pu finir. Pourquoi faire la même action deux fois? T'sais? Fait que moi, je voulais en venir aussi au fait qu'il y a du potentiel pour l'avenir. À cause que justement, on partage nos expériences de travail, on partage nos bons coups, nos mauvais coups. Il y a manière de s'assurer que le futur va être envisageable de manière très positive. Donc, Jérôme, j'aimerais ça avoir un petit peu ta perspective sur le futur dans l'industrie de la construction. C'est quoi qui va nous aider dans l'avenir, selon toi? Ben, je dirais rapidement, tu avais parlé au début de l'intelligence artificielle. Mais je crois que l'intelligence artificielle pourrait vraiment donner un impact positif dans la construction. Je donne un exemple comme ça. J'ai engagé un assistant chargé de projet où que je travaillais avant, que lui, sa formation, ben, c'était de l'informatique. Puis j'avais travaillé avant sur un chantier avec lui, il y a plus de 20 ans d'expérience en construction. Puis il a décidé de restructurer un peu en informatique. Mais là, il y avait les deux. Fait que là, il savait vraiment c'était quoi ma problématique quand je l'ai engagé, c'est que j'avais trop de projets, j'étais pas capable d'apprendre, etc. Et il m'a regardé, il a dit, ben Jérôme, on va utiliser ChatGPT. Je fais, de quoi tu parles, ChatGPT? Moi, je connaissais pas vraiment ça, j'adore l'informatique, mais l'intelligence artificielle, j'étais pas vraiment là-dedans encore. Puis il m'a dit, regarde, je vais te le montrer. Puis il me l'a montré. Si tu es capable d'apprendre à une intelligence artificielle ton projet en lui donnant les plans, les devis, même les courriels, les échanges, les demandes de prix, t'envoies tout ça dans ChatGPT. Puis je sais qu'il y a une petite programmation à faire là-dedans que je suis pas vraiment au courant vraiment de comment il a réalisé ça. Mais à la fin, il était capable de dire à ChatGPT sur son téléphone ou même parler. Il a dit « Hey ChatGPT, c'est quoi l'élévation du barrage sur le 19e perçu? » Fait que là, ChatGPT, ça prend 2 secondes, il répond. L'élévation est de 10 850 mètres. Comme, voyons donc. Ça, c'est un exemple, je trouve que si on est capable de le faire, ça peut donner vraiment un bon espoir dans l'industrie, à savoir si on a trop de projets puis on veut avoir une communication plus fluide puis des informations là, sans fouiller dans les plans pendant 2 heures de temps. C'est une belle option. Puis aussi, je crois que ça pourrait aussi faire le pont
entre deux logiciels, parce que ChatGPT est capable de te sortir de la programmation, puis est capable de... Ça, c'est un exemple, là. Mais je sais pas, on va être où dans 10 ans, là. Mais ça pourrait être une avenue vraiment intéressante, je trouve. Je pense que tu as tout à fait raison. C'est vraiment le futur de la communication, tu sais, puis pour avoir été pas mal impliqué dans l'intelligence artificielle, moi, j'ai fait plusieurs incubateurs, dont NextAI, ici même à Montréal, un incubateur d'intelligence artificielle, tu sais, puis l'intelligence artificielle, elle est là pour nous aider, encore une fois, puis nous sauver énormément de temps. Tu sais, je veux dire, l'exemple que tu as donné, là, ChatGPT, là, fouiller d'un plan, On a sauvé une demi-journée, là. c'est vraiment faramineux, tu sais. Mais l'intelligence artificielle peut nous aider à sauver du temps sur plein d'affaires. C'est assez simple, hein? Comment ça marche l'intelligence artificielle? C'est on entraîne un modèle. L'exemple que je donne souvent, c'est comment je fais pour aller de Montréal à Rome. Bien, il y a plusieurs chemins, hein, pour aller à Rome. Bien, il va s'avérer qu'il y en a un des chemins pour aller à Rome qui va toujours être plus vite. Plus vite étant la bonne réponse. Fait que ça s'appelle entraîner un modèle. On pitch plein de données dans un modèle, puis on a des résultats. Lui, il détecte le bon parcours pour y arriver. Fait que, tu sais, de l'intelligence artificielle, on pense que c'est du Terminator, là, mais pour de vrai, c'est pas si pire que ça. C'est quelque chose qui apprend en fonction de résultats puis de données de masse. Puis, tu sais, ça me fait penser justement que l'intelligence artificielle nous sauve du temps, comme dans l'exemple que tu as mentionné, mais il y a aussi d'autres use cases comme la planification. Tu sais, chez Sivalgo, on travaille activement sur un projet avec plusieurs universités pour la planification intelligente puis l'estimation intelligente. Fait que toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut nous aider, ça? La planification intelligente, estimation? La planification intelligente d'estimation, oui. Je te donne un exemple. Il y a un logiciel collaboratif qui est sorti récemment, il y a quelques années, que je l'ai essayé moi-même. J'ai mis une série de plans. Puis, tu sais, mettons, il fallait que je compte le nombre de prises électriques que j'avais sur 500 pages de plans. Fait qu'au lieu de les faire une par une, j'ai seulement encerclé une image sur le plan. J'ai fait Enter, puis ça me a tout souligné automatiquement sur les 500 pages. Puis ça me dit le résultat à la fin, le nombre. Puis moi, j'avais un prix, mettons, par prise. C'est un prix littéralement 15 secondes à faire. Tandis qu'avant, dans la construction, ben, tu avais un paquet de pages de plans dans ton bureau, puis tu les faisais une par une avec une petite feuille résumée par chaque plan. Là. Mais là, on n'a plus besoin de faire ça. Fait que oui, moi, je trouve que c'est bénéfique. Là, on pourrait mettre dans l'application une vingtaine de pages de plans d'une soumission à faire rapidement, parce que dans la construction, toutes tes soumissions doivent être faites pour hier. Là. Fait qu'on lance la page de plan, puis on lui dit c'est quoi notre discipline, exemple, puis ça nous calcule absolument tout. Puis après ça, on fait juste peut-être valider les données si c'est bon, puis on met notre prix, puis c'est fait. T'sais. Fait que oui, je pense que ça pourrait donner un petit coup de pouce aux estimateurs, puis aux planificateurs aussi. On serait peut-être capable de mettre de la rentabilité versus les corps de métier. Ça pourrait même nous générer un échéancier. Là, je rêve, là. Mais ça pourrait même nous générer le prix de la soumission, puis un échéancier détaillé des étapes à suivre selon, mettons, le code de la construction, etc., qu'on pourrait comme dire à l'application d'apprendre. Puis moi, je trouve que ça pourrait fonctionner. Fait qu'effectivement, Jérôme, tu as 100% raison. L'intelligence artificielle, puis sur quoi on travaille chez Sivalgo, c'est notamment pour la planification intelligente, puis les soumissions intelligentes. Le but, c'est de garrocher notre paperasse au système, nos données au système, pour arrêter d'être noyés dans le chaos du papier de tous les jours. Le système va nous aider à planifier nos travaux, faire nos séquencements de travaux, mais aussi nous proposer des estimés intelligents, toujours en fonction de nos performances. Fait que, Jérôme, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation. Le podcast était super. J'inviterai tout l'auditoire à m'écrire s'ils ont des questions, quoi que ce soit. C'est Alexandre Champoux, @sivalgo.com. Donc, Alexandre Champoux, sivalgo.com. Puis soyez à l'affût pour nos prochains podcasts de comment on va aider l'industrie de la construction en partageant nos expertises.